Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au Ricky Show. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un invité de marque. Alors, Raph, comment ça va? Ça va super bien. Je suis tellement content d'être là aujourd'hui pour te parler de tout ça. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être là. Hey, moi aussi, je suis vraiment content. Puis, on va parler de la nouvelle saison de Big Brother. On est rendu la saison 6, c'est ça? Déjà, c'est fou. Je me C'est rappelle, ça? il y a 5 ans, j'étais dans la chambre, dans ma chambre chez mes parents à faire ça sur une vieille webcam dégueulasse sur mon vieil ordi. En tout cas, c'est fou. On est Hey, là 6 ans plus tard. Ça n'a aucun sens. c'est cool. Puis là, jusqu'à date, la petite pause, là, tu t'as pris une petite année de pause, là. Puis comment ça va, là? Tu vas revenir en force, là? Tu recharges tes batteries? Ouais, ben écoute, ça a été une année 2025 assez rock'n'roll de mon côté. Fait que quand je suis arrivé là, au début de l'année puis je voyais que Big Brother commençait, je me sentais un peu burn-out de faire des vidéos sur Internet. Ça demande beaucoup de temps, là, faire plusieurs streams par semaine, couvrir Big Brother, en plus de ma nouvelle job qui me demande beaucoup plus de temps, souvent même comme au dehors des heures normales de travail. Fait que je voyais un peu difficilement comment je pouvais avoir une formule, puis souvent je me rendais compte que je me tannais un peu des saisons de Big Brother au fur et à mesure, parce que c'est beaucoup de travail, c'était beaucoup, fait que ça m'a un peu enlevé de mon fun dans les dernières années, où j'étais comme, ah, je manquais un peu de jus. Mais je me suis dit, ok, je veux continuer de le faire parce que j'adore ça, mais j'ai comme besoin d'un petit break. Fait que je me suis dit, regarde, je me donne une saison de break, où j'écoute le show, mais je le commente pas, puis réfléchir un peu à ma formule, puis comment j'ai envie de faire ça, puis revenir pour une saison 7 avec un nouveau regard sur Big Brother, peut-être rafraîchi un peu avec cette pause-là. Des nouveaux trucs à dire, des nouvelles évaluations. Puis, ben, évidemment, je voulais aussi continuer le Survivor sur ma chaîne. Fait que j'ai comme sacrifié une saison de Big Brother pour continuer Survivor cette année, puis revenir à Big Brother après, là, avec des nouvelles batteries. OK, parfait, ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la saison de Big Brother. Tu l'as suivi, on l'a suivi. Puis vers la fin, on devrait parler de la semaine qui vient de passer. Je pense qu'on est rendu la 7e semaine, si ma mémoire est bonne. Puis par la suite, on pourrait faire un petit segment, tout petit comme ça. On sait qu'on parlerait de Survivor. Ça, c'est ma nouvelle méthode pour garder le monde jusqu'à la fin, là. C'est des trucs de YouTubers. T'es rendu un influenceur sur YouTube. Écoute, je te laisse. Abonnez-vous, mettez la cloche. Oui, 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 c'est ça. Je te laisse l'honneur de faire le spoiler alert. Vas-y. Ok, ben écoute, c'est le dernier moment là, où vous avez le temps de quitter la vidéo, allez vous mettre à jour sur Big Brother et même sur Survivor aussi, parce qu'on va en parler après, mais de vous mettre à jour sur les shows de télé-réalité qu'on aime tous et de revenir après pour pas vous faire spoiler, parce qu'à partir de maintenant, on spoil tout. On spoil tout, on va parler de tout. Écoute, le dernier qui vient de sortir, c'est qui? Là, ils sont supposés avoir éteint, là. Ouais, là, si vous avez pas aimé, c'est on- tant pis pour vous autres. C'est Non, qui? Non, ben oui, allez-y. c'est ça. Tout à fait. C'est lui qui vient de sortir. Mais moi, j'ai comme l'impression un peu qu'on vient de sortir de la saison champion versus recrue. Est-ce que pour toi, celle-là elle a été un petit peu plus dur d'embarquer? On dirait qu'on était tellement dans l'autre. On dirait, je sais pas si c'est. On était comme genre. Moi, j'ai vraiment aimé le thème. J'ai vraiment aimé ça de voir des champions contre des recrues. On dirait qu'une saison normale après ça, on dirait qu'il y a comme un petit down. T'as-tu senti ça, toi? C'est intéressant parce que I guess que c'est peut-être ce qui a aussi motivé mon petit break où j'étais comme ah, on dirait qu'il y a eu la 5e saison qui était comme une espèce de gros moment pour le show. Puis là, j'étais comme ah, retourner, ça devient un peu plus difficile. Puis c'est Hmm. drôle parce que la seconde où le show a recommencé, j'étais comme oh my god, c'est tellement bon comme show. J'allais dire c'est le meilleur show. Non, c'est pas vrai parce que Survivor existe, mais je suis comme mais C'est c'est différent, comme mettons. C'est c'est différent. revenu. Ouais, c'est différent, mais c'est comme c'est revenu me pogner, puis de revoir des nouveaux joueurs, je me dis, tu sais, de rembarquer avec des nouvelles dynamiques, des nouveaux joueurs, on dirait qu'au début, je me sentais un peu comme toi, puis la seconde s'est recommencé, ça c'est disparu complètement. J'étais comme, oh my god, je suis retombé dans dans la drogue qui est Big Brother. Toi, t'étais-tu pour ou contre le fait qu'au début, on voit Normand puis Will, on dirait qu'il y a les annonces des joueurs. Je sais que je te reviens tout le temps avec ça. Même Ouais. champion versus recrue, pourquoi qu'ils parlent des joueurs tout de suite? On dirait qu'ils permettent des alliances, tout ça. Toi, t'étais-tu pour ou contre ou tu t'es dit, ils sont assez grands, ils sont capables de gérer ça? Mais tu sais, je comprends pourquoi ils le font. Ouais. La prod, pourquoi ils le révèlent, ça fait du marketing, ça gère de l'anticipation, les fans de ces personnes-là sont excités. Fait que ça, je le comprends full. D'un point de vue jeu, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça parce que ça donne des informations à certains joueurs et joueuses qui, eux, n'ont pas nécessairement été annoncés, que les joueurs qui ont été annoncés, eux, n'ont pas. Fait qu'ils partent quasiment avec une prise déjà de moi, mon nom est déjà sorti, les gens savent que je vais être là, fait qu'ils peuvent prévoir en fonction de ça.
Mais les joueurs qui se font annoncer, eux, n'ont pas nécessairement la même balle dans leur camp que les autres, parce que ben, eux, ils savent pas c'est qui les autres joueurs avec eux dans la saison. Fait que c'est surtout que ça vient péter déjà une petite égalité qu'il y aurait entre tous les joueurs qui savent pas qui sont là. Mais je pense souvent que au final, ce que tu te dis puis ce que tu fais avant la saison, souvent au final, c'est tellement mineur parce que quand une fois que tu embarques dans la maison, les dynamiques de jeu embarquent, les alliances embarquent. Le monde avec qui tu vas jouer, finalement, ça peut complètement chambouler également tes plans. Ça devient un peu comme quand tu penses savoir avec qui tu vas jouer à Survivor ou les plans que tu te fais dans la tête, puis finalement, tu arrives là et tu es comme non, il n'y a rien qui va marcher, puis on repart à zéro. Puis... Fait au final, je pense que c'est moins grave que l'importance que j'y donne en tant que comme personne qui se gosse sur l'égalité des chances de tout le monde. Ouais, mais c'est sûr que tout le monde savait que Normand c'était un gros joueur. Tout le monde avait comme idée que Will avait gagné des télé-réalités. Tu vas me dire de champ, mais quand même, tu sais, il était quand même habitué avec une certaine pression. Toi, au début, quand tu vois tous les nouveaux joueurs, as-tu des winner picks? C'est qui tu penses qui va gagner? C'est qui? Ça a été une question qui m'a été posée là, en dessous de ma dernière vidéo. Mon winner pick, ça a été Gab, qui animait le podcast de Survivor avec Richardson Zephyr. J'ai un blanc sur le nom du podcast. Big Bro, le balado. Big Bro, le balado. Ouais, c'est ça. Qui animait ça avec Richardson. Pour l'avoir écouté quelques fois, je trouvais quand même qu'elle avait des analyses super pertinentes sur le jeu, un regard très complet et complexe sur ce que ça prenait pour être bon à Big Brother, puis comprendre les subtilités du jeu. Puis justement, je pense que quand tu regardes ces shows-là avec une capacité d'analyste, puis je mets des guillemets là-dessus, peut un peu plus comprendre les subtilités du jeu qui font en sorte que tu peux, après, probablement être un meilleur ou une meilleure joueuse. Fait que quand je l'ai vu, j'ai vu dans son casting, j'étais comme, ça me semble être quelqu'un d'allumé, social, pour être bonne dans les épreuves. Fait que je voyais un peu le full package. Je savais pas qu'elle tomberait dans une alliance super solide avec les 4 doigts de la main, ou je sais plus comment ils s'appelaient. Je pense que c'était juste les quatre. Les 4. Ouais, les 4. Ouais. Avec Oussama, Mona et Chris Dupéré. Je savais pas qu'il y avait aussi ce groupe-là de gens avec qui elle gravitait déjà par son métier et par le passé dans la vraie vie. Pour de vrai? Aussi, je pense, aidé. Ben, je pense. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils se connaissaient tous déjà un peu. Fait que, ou en tout cas, sinon, ils se sont vite mis ensemble, puis ça a vraiment bien marché leurs affaires. Mais je sais pas s'ils se connaissaient avant, mais je prenais pour acquis parce qu'ils sont comme tellement proches que je me dis, ils doivent se connaître d'avant ou quelque chose. Mais peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes dans le groupe que tu as dit. Puis les humoristes, ils se tiennent au début. C'est quasiment un automatique. Puis moi, je pense que ça serait probablement la première affaire que je dirais. Écoute, faut péter l'alliance des humoristes en partant là, parce qu'ils vont se tenir jusqu'à la fin. Puis ça fait souvent des gagnants ça, à la fin. Là. Ben oui, non, c'est ça. Les humoristes, ça a souvent été comme un bassin de joueurs important pour la production parce que, de un, il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup de très bons. Oui. Puis c'est généralement des gens qui sont comiques. Puis, à Big Brother, c'est un show qui joue beaucoup dans l'aspect comique, dans l'aspect humoristique, un peu absurde de la situation dans laquelle ils sont. Fait que c'est comme les choix parfaits pour le casting comme type de profil. Fait que c'est pour ça qu'il y en a souvent beaucoup. Puis c'est un petit monde quand même, veut pas le monde de l'humour québécois, comme tu dis. Fait qu'ils se connaissent tous un peu déjà. Fait que clairement, ils vont tous au même festival, ils sont tous dans les mêmes. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'en avais 2 winner picks. Moi, j'avais dit Gabrielle comme toi. Puis moi, j'en choisis tout le temps 2. Un gars puis une fille. Elle, c'est ma fille. Okay. J'avais dit GF. Moi, je m'imaginais GF. Tu sais, il disait qu'il voulait jouer en dehors de la boîte. J'avais des grosses attentes, mais il s'est fait avoir. Il a super bien joué, mais il s'est fait éliminer. Ça arrive. Ouais, il joue bien. Ben oui. Je l'aimais beaucoup, moi, GF. C'est un de ceux que je suis comme si il y a une autre saison, champion versus recrue, peu importe un autre thème où il faut ramener du monde. Moi, GF, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de revoir parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un potentiel qui n'a pas eu la chance de se déployer parce qu'il a été éliminé si tôt. Dans une situation en plus qui était extrêmement compliquée pour lui, où je pense que dans une semaine régulière, il n'aurait peut-être pas été la cible cette semaine-là. Fait que j'ai comme vraiment envie de voir où il aurait pu s'améliorer, faire différent, etc. dans une saison ou dans une semaine qui ne l'aurait pas mené dans une position difficile. Fait que, ouais, non, c'est des 2 bons choix. Moi, il y a un second chance, là. Ça serait le fun de voir ça, là. Une petite twist, là, où c'est qu'il y a du monde qui n'ont pas été si loin que ça, mais qui était le fun à regarder. En tout cas, mettez ça peut-être dans votre agenda, Big Bro. Moi, je pense que ça serait intéressant. T'as pensé de quoi, le retour de Mona? Un champion parmi les nouveaux?
Puis on va aussi parler de l'avantage, là. Ça c'est sûr, là, Ça mais, peut couler de l'encre. mais quelqu'un là, qui a de l'expérience comme Mona, là, qui a déjà joué, qui a déjà gagné, qui a été jusqu'au bout, entouré de nouveaux, là, c'est pas un lion que tu mets dans une bergerie ou. Ben, oui et non. Je pense que dans un contexte comme Big Brother, c'est le genre de position où ça peut être un peu moins difficile que d'autres types de jeux. Tu sais, mettons un Survivor, quand t'es le seul qui revient versus plein de joueurs qui ont jamais joué. Puis la mécanique de jeux de Survivor fait en sorte que c'est plus facile de cibler une seule personne puis de l'attaquer. Oui. Tandis qu'à Big Brother, il y a comme plusieurs étapes avant d'être capable d'éliminer quelqu'un. Ouais, faut la mettre en danger, la personne elle peut sortir du bloc, puis ouais, il y a plusieurs étapes, t'as tout à fait raison. Fait que c'est comme plus facile déjà naturellement pour un joueur qui revient d'avoir des chances de s'en sortir sur une première semaine, puis après ça, ben, d'avoir le temps de construire des alliances, puis que le statut de personne qui a déjà joué / déjà gagné est comme un peu oublié parce que là, ben, on se concentre sur ce qui se passe dans la saison comme telle. Par contre, c'est le truc avec ça, c'est que ben oui, c'est sûr que ça donne une expérience énorme, puis une facilité peut-être plus grande à Mona de comprendre justement toutes les petites subtilités du jeu qui prennent du temps à apprendre pour les recrues, puis c'est pas nécessairement beaucoup de joueurs et joueuses qui l'ont naturellement. Il y en a qui ont un peu le talent de Big Brother inné, puis qui se mettent dans la game rapidement, puis qui apprennent à jouer autour du jeu, puis des règles du jeu rapidement, mais ça, pour plusieurs, ça prend énormément de temps, puis même des personnes qu'on pourrait penser être bonnes parce qu'ils ont des talents qui pourraient mener à être bons, s'ils n'ont pas les subtilités, puis ça marche pas, puis ça explose, puis ils sont éliminés vite. Mais dans le cas de Mona, donc d'avoir cette expérience-là, d'avoir cette expérience dans le jeu, d'avoir vécu l'expérience complète, l'ayant même gagné, assez ce que ça prend pour gagner. Fait que c'est sûr que ça lui donne un avantage par rapport aux autres que je trouve, bon, évidemment un peu dommage. Je comprends encore une fois pourquoi elle est là, puis j'étais content de la revoir parce que j'adore Mona, puis je trouve que c'est une belle personne, c'est une joueuse super le fun à voir à Big Brother. Mais c'est sûr que je trouve ça un peu dommage pour les 15 autres ou 14 autres, je sais plus il était combien exactement. Je pense que c'était 15 autres, parce que ouais, je pense que c'était 15 autres. Si c'était 16, qui lui donne un avantage par rapport à eux. Mais en même temps, il n'y a rien qui empêche aux 15 autres de se mettre tous ensemble et faire comme nous, on n'a jamais joué, on la sort. Fait qu'ils ont quand même une. T'sais, les 15 heures ont quand même un avantage sur le fait que ben, ils ont juste à sacrer dehors semaine 1 puis basta. T'sais, ils sont réglés. Pis... Moi, j'aurais aimé ça voir Mona l'année passée. Il paraît que c'était pas trop possible, là, mais ça aurait été tellement le fun aussi de la voir l'année passée. Mais quoi qu'elle fait un bon show aussi cette année. Puis le fait que Marie-Mé lui donne un petit avantage, le coup d'état, ça, ouais, comme tu as dit, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça... Ouais. C'est là où je suis moins fan de son retour. Parce que déjà, je trouve que Mona avait l'avantage de connaître le jeu, d'y avoir joué. Puis en plus, qu'elle tombe dans une maison avec des gens qui voulaient graviter autour d'elle. Là, comme je dis, je suis pas mal certain que Chris Dupéré, Oussama, peut-être Gabriel et d'autres joueurs dans la maison la connaissent, savent, qui sont d'un point de vue, je pense, strictement personnel et non juste je connais Mona comme artiste. Là. Genre, je la connais comme humaine. Fait que ça lui a donné quand même déjà un coussin d'alliance potentielle facile. Puis en plus de ça, tu lui donnes le pouvoir le plus brisé de l'histoire de Big Brother, qui est le coup d'État, qui, pour moi, est le pouvoir qui ne devrait jamais être ramené parce que ça. C'est juste pas c'est pas balancé comme pouvoir. Ça peut complètement shifter la game. Puis je trouve pas que c'est si le fun que ça. Ça peut donner un bon show. Mais est-ce que ça donne un bon jeu? C'est là où je suis plus mitigé. Fait que d'y donner ça, avec la conséquence de... gratuit. Ben... Non, mais pas gratuit, là, parce qu'il y a une conséquence, comme tu l'as dit. Ça, c'est ça. Elle peut pas gagner de patronat, ce qui est vraiment limitant pour son jeu, ça c'est certain, mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de manœuvrer sans patronat, c'est bien Mona. Elle l'a fait, elle a gagné. Elle a gagné son enfer, fait que c'est sûr. Ben c'est ça, fait que tu sais, je suis comme, c'est pas tant une grosse conséquence, puis... Aussi, ce que je trouve dommage, c'est que les autres joueurs ont jamais eu l'opportunité d'avoir ce pouvoir-là. Fait que tu te donnes comme une chance de plus à Mona que les autres ont pas. Mona qui a déjà fait le show, puis je sais pourquoi ils l'ont fait. T'sais. Ils l'ont clairement fait parce que si Mona est sur le bloc semaine 1, puis est en danger, elle l'utilise, puis elle gagne une semaine de plus, puis t'es assuré d'avoir au moins 2 semaines de Mona. C'est généralement. Moi, j'avais dit une immunité, il me semble, ça aurait été en masse. Qu'elle change le bloc au complet, qu'elle prenne le patronat. T'sais, elle peut renverser, c'est pas juste se sauver, là, c'est renverser complètement la situation pour la maison. Je trouve que c'est pas mal trop fort. Une petite immunité, là, me semble, ça aurait été cool. Là. Ou qu'elle puisse...
que son avantage perd de la puissance au fil du temps, tu sais. Tu sais, la première semaine, oui, elle devient patronne, mais après ça, tu sais, il arrive quelque chose d'un petit peu moins fort, puis à un moment donné, rendu semaine 4, ben, c'est assez sauvé. Puis je pense qu'elle était capable de se sauver tout seul pas mal. Là. Même quand elle l'a utilisé, elle était plus sur le bloc quand elle l'a utilisé. Là. D'après moi, il fallait qu'elle l'utilise avant. Il fallait que ça soit dit. Mais elle n'avait-tu vraiment besoin de tant que ça? Je sais pas. Ouais. Je pense qu'au final, la raison pourquoi elle l'a utilisé quand elle l'a utilisé, c'était pour protéger ses alliés qui auraient pu réellement partir cette semaine-là et foutre la marde dans la maison et repermettre à travers le chaos de construire de quoi qui leur allait à elle puis ses alliés. Mais c'est ça, comme tu dis, ce qui est dommage avec la manière dont fonctionne le coup d'État, surtout là, encore une fois, qui a été donné à Mona avec très peu de conséquences, je trouve, drastiques sur son jeu, et aussi que les autres n'ont pas eu la chance de l'avoir, c'est que ce que ça fait, c'est que avec le fait que le coup d'État peut être utilisé n'importe quand dans une semaine, incluant passer le veto, tu peux faire ce que je trouve qui est le plus dommage à Big Brother, qui est de ne pas donner la chance à quelqu'un de se défendre. Tout à fait. Puis, dans la structure normale de Big Brother, je trouve que c'est la notion qui le différencie beaucoup de Survivor et autres. C'est cette notion-là d'avoir du temps puis des options pour te défendre. Parce que même si tu fais exemple Backdoor, tu as eu une semaine quasiment de jeu et un veto pour empêcher que ça arrive. Tandis que là, avec le coup d'État, c'est la seule ou une des seules situations où les joueurs qui se font mettre sur le bloc post-cérémonie du veto à cause de l'utilisation d'un coup d'État ont rien à dire pour se sauver à part leur campagne individuelle contre la personne à côté d'eux. Fait que non seulement tu gagnes en tant que personne qui utilise le coup d'État énormément de pouvoir, puis oui, ça te met une type sur le dos par après, ça c'est sûr, mais ça donne énormément de pouvoir, puis généralement, ben, ça fout la merde, surtout quand les gens le savent en plus que c'est toi qui l'as eu, qui va l'avoir ou qui va l'utiliser. Les gens vont venir courir vers toi parce que tu as le pouvoir, tu as la possibilité de foutre une bombe dans la maison, fait que le monde va venir excuse-moi l'expression, tu sais, venir te licher le cul, entre guillemets, pour être dans tes bonnes grâces et pas se retrouver sur le bloc, fait que ça te donne énormément de pouvoir et très peu d'opportunités de se sauver pour les gens qui en sont victimes. Ouais. J'avais une petite question. On va faire un petit tour des joueurs éliminés. Puis j'aimerais savoir en quelques mots ton appréciation de leur jeu ou qu'est-ce qui t'a marqué dans leur jeu. Fait qu'on on va commencer par Salomé, semaine 1. Comment tu as trouvé son jeu? Tu peux le résumer ou ton opinion? Ben, c'est toujours difficile, je pense, de critiquer ou commenter la game d'une personne éliminée en premier parce que c'est tellement pas long une semaine dans la maison de Big Brother. Fait que souvent, tu peux faire un mauvais pas, journée 1, journée 2, puis t'es sur le bloc, puis là, le train infernal est parti. Puis je pense que dans le cas de Salomé, ça a été un peu ça. Ça a pris un petit peu de temps à se mettre dans les bonnes grâces du monde au pouvoir. Puis des premiers jeux d'alliance et tout ça. Je trouve qu'elle a quand même montré un esprit combatif intéressant parce que souvent, tu te rends compte que dans la semaine 1, le monde sont sur le bloc, font comme ça va être dur, j'essaie des affaires, ça marche pas, puis ils se font éliminer, puis on les oublie. Mais Salomé, dans mes souvenirs, c'est une de celles qui a le plus comme essayé de se battre pour trouver des solutions, essayer de faire flipper les choses, puis rester. Puis ça a failli marcher, ça l'a pas, puis ça a été comme un vote assez drastique au final, mais je pense que c'était 11-1 là, de ce que je vois de ma petite feuille de stats ici. Mais je pense qu'elle était contre Citron, hein, c'est ça? Elle était contre Citron, qui avait pas trop joué, là, qui avait resté low profile, qui s'est fié à son alliance, si ma mémoire est bonne. Moi, j'avais noté qu'elle avait joué fort. Elle avait joué fort, peut-être un petit peu trop. Ben, c'est ça. Je trouve que c'était hot de la voir se défendre, puis d'essayer des affaires, puis foutre la merde, mais après ça, elle a comme trop parti de feu. Puis là, elle a pas été capable de les atteindre quand là, le temps venait de rendre des comptes, puis ça l'a brûlé, puis au final, c'est elle qui en a payé le plus le frais. Mais je vais toujours respecter quelqu'un qui va essayer de tout faire pour s'en sortir, même la semaine 1, quand c'est tellement difficile de défaire une première impression en si peu de temps. Fait que c'est ce que je vais me souvenir de Salomé malgré tout. Puis elle ne savait pas qu'elle se battait contre une alliance qui était majoritaire, là, en plus. Là, fait que c'est encore plus compliqué. Émilie Bégin, semaine 2. Ah, Émilie, je vais toujours me rappeler qu'elle a fait l'alliance la moins subtile de l'histoire de Big Brother. Point 5? Avec Point 5, qui était honnêtement un des moments les plus drôles que j'ai vu de la saison. Émilie, je pense que ça a été juste quelqu'un qui a essayé des affaires, mais qui n'a jamais trouvé les bonnes personnes avec qui les faire. On dirait qu'à chaque fois qu'elle essayait de créer des alliances, de faire des plans, de ci, de ça, il n'y a rien qui marchait parce que le monde n'était pas capable de se faire réellement confiance à long terme, puis ne se sentait pas 100% à l'aise à travailler de son bord. Je pense que ça l'a au final, ça l'a brûlé définitivement.
Mais c'était. Honnêtement, je vois pas. Le truc qui est dommage avec Emily, c'est que je sais pas, puis je vois pas comment sa game aurait. Même si elle avait survécu à cette semaine-là, à quel point elle aurait eu des chances passer ça. Tu sais, je pense que même si elle survivait à cette semaine-là, peut-être son temps était compté. Ça commence à être un peu loin derrière moi, là, évidemment, les détails de cette semaine-là. Mais pour moi, Emily, je pense que c'est une de celles qui. Je le sentais moins bien. Là. Dès son entrée dans la maison, j'étais comme oh, elle fait des faux pas que. Oui, les gens peuvent passer par-dessus, mais à un moment donné, c'est comme tu peux-tu y faire confiance, peux-tu travailler Hmm. avec elle long terme? Moins sûr et certain de ça. GF puis Étienne, ça, c'est la semaine 3. Je pense que c'est quand il y avait Ah, eu la double maison, là. cette semaine-là a fait mal parce que c'était deux joueurs que j'aimais beaucoup. Hmm. Tu sais, je vais toujours m'identifier dans les joueurs un peu plus cérébraux, fans du jeu, qui veulent un peu décortiquer le côté stratégique du jeu puis jouer là-dedans. Je pense qu'avec GF et Étienne, on avait deux joueurs qui poussaient vraiment dans cet archétype de joueur-là. Puis moi, GF, c'était un des coups de cœur que j'avais comme pré-saison, de sens que voir qu'il y a GF là-bas, j'adore Ouais. son humour, j'adore ce qu'il fait. Fait que j'étais comme voir qu'ils l'ont pogné à Big Brother. Fait que de le voir partir si tôt, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait mal au cœur, mais je comprenais la raison de pourquoi les gens dans la maison, dans le party, comme tu disais, la double maison, dans ceux du côté party, l'ont fait. Je pense que stratégiquement, la proximité qu'il y avait entre Citron, euh, Kate. Kate, William et Pascal à ce moment-là. Il y avait Félix aussi, je pense, qui était dans le party, sauf erreur de ma part. Tu sais, tout ce gang-là, c'est vraiment en fait solidifié en se disant faut qu'on sorte JF parce que sinon ça redonne des nombres de l'autre bord. Sachant pas que de l'autre bord, ils se disaient un peu la même affaire, puis ils ont C'est sorti clair. Étienne pour ça. Fait que les deux ont, je pense, un peu été malchanceux dans la manière dont les divisions ont été faites. Puis que je pense sincèrement que les deux, si c'était pas la double maison, auraient pas nécessairement été les cibles cette semaine-là. Quoique Étienne était déjà un peu dans l'eau chaude. Mais je trouve ça dommage de les avoir perdus les deux d'une shot. Mais I guess que la vie fait bien fois bien les choses parce que les deux se blâmaient mutuellement Oui, pour leur oui, élimination. les deux se backstabbaient au bout. C'était drôle, ça. Après ça, on a semaine 4, King Melrose, excuse-moi, King William, ça n'a pas rapport. King Melrose, qu'est-ce que t'as à dire? Ça, c'est tragique, Ah. là, c'est... Ben, première chose, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait été évincé la semaine de son patronat. Pour moi, Clairement. ça aurait jamais dû arriver. Euh, c'est un autre des gros défauts, selon moi, du coup d'État dans la manière dont il a été mis cette saison. C'est que si tu avais au moins une personne à protéger, c'est bien le patron qui a mérité son immunité dans la semaine. Fait que d'y enlever ça, puis en plus le mettre sur le bloc, puis en plus, dans son cas, se faire évincer, je trouve que d'un point de vue de game design, ça aurait jamais dû se produire parce que c'est tellement pas fair. Dans le coup Il d'État, y dans le avait... fond, t'aurais vu que King se fasse protéger automatiquement. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. j'aurais dit ça de n'importe qui avait gagné le patronat cette semaine-là, mais pour moi, ça a comme un peu aucun sens quand tu dis la personne a gagné le patronat puis elle se fait évincer sa semaine. Je C'est pense que c'est comme. une première, en plus, c'est comme... Ça arrive Ben, jamais, là. Ça arrive jamais, il n'y a ça. pas eu des millions de coups d'État dans mes souvenirs. Il y en a eu peut-être 2 ou 3 au gros max avant là, cette année. Puis je crois pas que le patron ou la patronne avait été évincé. Mais là, checkez-moi dans les commentaires. J'ai pas une bonne mémoire de tous les coups d'État qui ont été utilisés. Mais Moi, qu'est-ce que en j'avais effet, je pense que entendu c'est une dire, première. c'était la première fois que le patron se faisait éliminer. C'était une Ben, c'est ça. première, là. Fait que moi, À j'ai ma trouvé ça... connaissance aussi. Ah, moi, c'est la tragédie, là. Comment il descend de la chambre du patron avec son petit baluchon, là, puis Ah, Ah, moi, j'ai trouvé ça... J'ai tout détesté. J'aurais aimé ça vivre dans un monde parallèle où c'est que je vois comment ça se finit, cette alliance-là des croquettes, parce que ça aurait pété. C'était pas aussi fort que oui, la chambre orange, là. Mais j'aurais 100%. aimé ça voir ça aller un petit peu plus loin. J'aurais aimé ça voir ça... Il me semble que ça avait une bonne base, me semble. C'est Ben, le c'est fun. ça. Puis, tu sais, ce qui s'était créé dans la double maison, moi, je trouvais que c'était super hot avec une guerre d'alliance avec les croquettes, la gang de la chambre orange de la maison qui s'était tenue ensemble, puis tout Oui. ça. Puis là, j'avais hâte de voir, ah, ok, là, c'est King qui a pris le pouvoir. Fait que là, l'alliance des croquettes va avoir son premier moment d'adversité. Puis je veux dire, ils l'ont eu, mais tout le temps avec l'astérisque on savait que Mona allait utiliser son coup d'État, fait que ça allait tout revirer. Puis le coup d'État a amené à l'implosion des croquettes en même pas une semaine. Mm. Puis l'espèce de guerre d'alliance qu'il y aurait eu entre les croquettes et la chambre orange aurait été super le fun, je pense, à voir évoluer dans la saison.
Fait que c'est un autre des blâmes que je donne un peu au coup d'État qui en mange beaucoup de coups de ma part ce coup-ci. Mais pour venir à King plus spécifiquement, moi, je pense que, puis de ce que j'ai vu des entrevues avec King après la saison, il avait l'air beaucoup plus comme au fait des affaires, puis en contrôle sur sa propre game que ce que le show a laissé paraître. Mm. Puis même si c'était pas le cas, le show nous a montré un King un peu chaotique, qu'on pouvait pas vraiment savoir où il allait se placer. Puis moi, j'adore voir des joueurs de même qui sont imprévisibles pour les meilleurs joueurs de la saison. Si. Pas peur de faire un bloc, là. Ouais, on met plus dangereux. Oh, ouais, on y pas va. peur de faire le move qui pense être le meilleur à ce moment-là, même si c'est pas le pouls de la maison, même si c'est pas le meilleur move pour lui au final, il va quand même faire ce qu'il pense à ce moment-là être la bonne affaire. Puis ça devient une espèce d'obstacle supplémentaire pour les, entre guillemets, meilleurs joueurs de la saison à naviguer autour. Si tout le monde jouait de la manière la plus optimale à Big Brother, ça donnerait un show. T'es rendu là, on va regarder des AI jouer à Big Brother, puis ça va être plate, tu sais. Fait que d'avoir ce mélange-là de joueurs stratégiques puis fins stratèges avec des joueurs chaotiques qui font un peu n'importe quoi, ben ça s'y met du piment dans le show aussi. Puis King, qu'est-ce qu'il y avait de drôle, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, c'est incapable de mentir. C'est-tu drôle? Tu vas jouer à Big Brother, t'es incapable de faire une menterie. T'es pas capable. C'est beau, ça te quasiment. C'est chevaleresque. Je vais aller. C'est à son honneur. Oui, tout à son honneur. Puis en parlant de chevalier, on va aller semaine 5, William et Pascal. Non, quand on disait les croquettes ont implosé, là, c'est fou comment Pascal et William, avant cette semaine-là, puis avant même avant le coup d'État, là, étaient dans une position phénoménale dans le jeu en tant que duo très, 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 très fort. Beaucoup de clés. Protégés par des alliances, par des relations fortes avec bien du monde dans la maison et en dedans de dire tout s'est écroulé. Une erreur avec l'affaire que Normand a réalisée, comme était réveillé pendant que Pascal devait faire le guet. Puis que, le contraire, c'est William qui devait faire le guet. Oui, William devait faire le guet pendant que Pascal utilisait la clé, merci. Puis tout ça a comme un peu mené à ce que la grosse tour de Jenga tombe, puis leur domination à date sociale et stratégique de la saison s'écroule dans le temps de le dire. C'est assez phénoménal comme chute du sommet. Puis ça va être, je pense, à étudier de quoi ne pas faire pour quand tu joues du top au début d'une saison pour pas que ça te rattrape. Puis je pense que oui, l'aura un peu dangereuse de Pascal et William, puis surtout je pense que William, pendant un bon moment de la saison, l'a rattrapé. Après ça, je serais vraiment intéressé à les revoir les deux dans une saison All-Star. C'est deux de ceux que je veux revoir parce que j'ai l'impression que on n'a pas vu l'étendue de ce qu'ils étaient capables de faire. Puis ils sont tombés dans des situations où les dés étaient tellement pipés contre eux. Il a fallu qu'ils jouent gros puis se sont mis une grosse target dans le dos. Mais depuis le début, je pense que Will, il a fallu qu'il pogne le premier patronat. Il a fallu qu'ils jouent. Les deux, ils ont bien gros manœuvré. Ils ont été capables de faire des bons coups, que ce soit avec Mona, de rétablir les liens et tout ça. Moi, je leur donne une coupe de bons coups, mais ouais, pour de vrai, si on pouvait avoir des favorites comme ça là, dans une saison de favorites, là, ce serait malade. Pour de vrai, là, ça serait bon. Ça serait vraiment fou. Christophe, semaine 6, son départ, sa game. T'as-tu vu, tu connais-tu un peu ton Charlie Brown? Tu sais quoi les peanuts avec Snoopy, Charlie Brown puis tout ça? Écoute, j'étais très petit quand je regardais ça. Je vais te le dire, là, j'ai eu 45 ans hier et quand j'écoutais Charlie Brown, j'étais très petit. Merci beaucoup, Raph. Non, je connais pas beaucoup. Vas-y avec ta référence. Il y a l'image qu'on voit souvent dans les comics Charlie Brown où t'as justement Lucy, je pense la fille qui tient un ballon de football puis Charlie Brown veut essayer de kicker le ballon puis à chaque fois elle lève le ballon puis il kick dans les airs puis il fait un backflip sur son dos puis se pète la gueule. J'ai l'impression que ça c'était l'aventure de Chris un peu résumée en une image, tu sais, ou un peu le Charlie Brown où il essaie des affaires ou quand il essaie des affaires ça marche jamais ou même quand il essaie pas des affaires ça marche jamais. Il a comme été dans une très bonne position très tôt dans la game avec des joueurs qui en faisaient beaucoup pour protéger son groupe, incluant lui. Je pense aussi que c'était un joueur qui était beaucoup plus actif que le show nous l'a montré, de ce que j'ai compris. Mais une fois que ça a commencé à débouler... socialement parlant, je pense qu'il était très actif. Ben c'est ça, fait que quand ça a commencé à débouler pour lui, je pense que c'était qui était patron cette semaine, c'était la semaine de Kate, puis que là, l'alliance un peu des quatre ont commencé à débouler, puis là, Oussama, il a fait « Hey,
mes coéquipiers ils réalisent pas qu'on est dans le schnout, puis que lui a pris le bon move à ce moment-là de Ouais. sauter de wagon, puis de sacrifier un des siens pour ne pas être potentiellement une victime collatérale. Euh, Puis quand ils s'en sont tous rendus compte, ben, la machine infernale était déjà partie, puis toutes les tentatives faites par son groupe, et incluant par Chris, ont été des coups d'épée dans l'eau. Puis je trouve ça dommage. J'aurais aimé voir le Christophe dont j'ai entendu parler des autres. Tu sais, le Christophe qui était impliqué dans la game, qui était plus actif dans son alliance que ça paraissait, plutôt que le Christophe qui foire d'un challenge, puis qui bumble around un peu dans la maison sans objectif clair. Tandis que de ce que j'ai tout entendu, c'était pas le cas. Ouais. Fait que j'aurais aimé voir ce Christophe-là plus dans le montage. Fait que c'est dur pour moi de commenter sa game parce que j'ai l'impression que j'ai pas vu sa vraie game. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu, puis il avait l'air plus d'un soldat de Mona Ben, que c'est d'un ça. joueur en tant que tel. On voyait pas vraiment sa personnalité. Puis on dirait peut-être que le fait d'avoir été trop longtemps bien, on dirait que ça l'a ça Ouais. l'a conforté là-dedans, ça l'a conforté dans son alliance, puis pour de vrai, Oussama, lui, l'a vu que c'était la fin, que ça laisse vers eux autres la chaleur. Lui, il a fait le bon move, puis peut-être Christophe, peut-être un petit peu moins. Bon, là, 100%. on va spoiler tout le monde qui n'a pas écouté l'épisode en fin de semaine. Nous, on n'a pas écouté l'épisode de lundi. On tourne ça lundi. Probablement, vous allez avoir ça lundi soir. Là, mais là, le dernier éliminé, ça a été Normand. Normand, qu'est-ce que t'en as pensé? Encore un autre qu'on n'a peut-être pas vu à la game, moi, je pense. Hein. Ben, contrairement à... Ben, peut-être. Tu sais, je peux pas parler parce que j'ai pas encore regardé qu'est-ce que les gens disaient de Normand post-jeu. J'ai l'impression que, contrairement à Christophe, que Normand, on a peut-être vu un peu plus sa game qui était... Puis c'est correct parce que, honnêtement, ne pas jouer fort peut être une stratégie valide à Big Brother. Tu sais, Mm. est-ce que c'est divertissant pour le public? Pas nécessairement. Est-ce que c'est un gameplay qui va te garantir une victoire à la fin? Pas nécessairement non plus. Mais de jouer under the radar, d'accepter d'être un peu le pion des plans des autres, mais de tout le temps être un peu une présence rassurante, fiable et stable dans la Mm. maison, ça peut être une bonne stratégie pour au moins durer longtemps. Puis après ça, commencer à prendre du momentum au bon moment. Parce que on en a parlé un peu rapidement avec Pascal et William qui ont joué très gros, très fort rapidement. Mais tu vois que leur chandelle, elle a brûlé vraiment rapidement puis se sont retrouvés dans une position extrêmement difficile rendue à la mi-saison. Tandis que dans le cas de, exemple, Mona à sa propre saison, quand elle a gagné, elle semblait pas faire grand-chose en première moitié de saison, rider son alliance, puis quand le momentum a commencé à prendre pour elle, ben c'était back to back to back to back to back, puis ça l'a amené à gagner sa saison. Fait que tout est une question de timing. Fait que si ta stratégie, c'est d'être un peu low profile, Floater. de laisser les choses aller, de laisser les autres s'entretuer entre eux, puis d'en profiter, puis toi de faire comme boum, des petites vacances, puis on verra comment les choses vont. Puis après ça, d'allumer la machine au bon moment, ça peut être viable. Dans le cas de Normand, je pense que malheureusement, je sais pas s'il allait avoir cette étincelle-là qui allait lui permettre de devenir le joueur que j'aurais espéré qu'il soit depuis le début de la saison, tu sais. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y avait de l'information, on dirait qu'il l'utilisait pas trop. Tu sais, la lumière là, de Pascal, là, c'est lui qui pogne, Ouais. c'est lui qui est au courant de. C'est pas lui qui l'utilise pour essayer de se faire des alliances, de se faire des partners, d'aller se faire des liens privilégiés. Gars, je te donne cette information-là. On dirait qu'il avait comme pas catché que ça. Faut que tu donnes quelque chose à quelqu'un pour que lui il donne quelque chose en retour, puis là, vous faites confiance. Puis on dirait qu'il avait comme pas ça. C'est comme. On dirait qu'il voulait jouer avec Emily au début, puis là, il est parti, puis là, on dirait qu'il jouait avec tout le monde. Puis il attendait l'ouverture. Il y en avait plein d'ouvertures, mais on dirait qu'il les prenait pas. Moi, dans mon livre, Ouais. comment j'avais vu à la game, je le voyais comme ça. Ben oui, c'est pour ça. Puis tu sais, comme quand tu crées pas d'alliance, puis tu viens pas justement un peu marchander de l'information, puis ça, ben tu deviens comme il est pas dangereux, fait que ça sert à rien de le mettre sur le bloc. On va pas gaspiller notre patronat, je mets des guillemets là-dessus. Puis, mais sauf que après ça, quand les nombres deviennent petits, puis que là, tu sais plus où regarder pour trouver du monde à mettre sur le bloc puis à éliminer, parce que ben soit tu tires dans ton propre alliance puis t'es pas encore prêt à faire ça, ou ben là, dans le cas avec tous les avantages, puis les trucs qui peuvent tourner autour des clés, puis tout ça, puis les options deviennent de plus en plus limitées. Puis là, avec la saison 6, avec des alliances si malléables et variables d'une semaine à l'autre, ben quand tu sais plus où te donner de la tête puis où tirer, ben tu vas tirer sur les loups solitaires qui, justement, eux, ils vont faire le moins de dégâts sociaux parce que si tu tires sur eux puis tu les élimines du jeu, ben personne va être fâché contre toi, personne joue avec. Fait que c'est là où je pense que le jeu de Normand de loup solitaire est venu le brûler, où il a comme trop attendu avant de
utiliser ces informations, parce que Dieu sait qu'il y en avait, pour, comme tu dis, marchander ça en alliance puis en lien stratégique. Fait que ben, quand vient le temps de malheureusement éliminer quelqu'un, ben, on tire dans celui qui fait le moins mal à éliminer. Tu sais. Cette année, les alliances, là, t'as-tu compris quelque chose? Moi, j'essaie de les suivre. On dirait qu'il y en avait plein. On dirait qu'il y a eu les principaux, mais après ça, on dirait que ça dépendait aussi qu'elle allait le patronat tout le temps. Mais je trouve que cette année, là, ça l'a joué fort là, de ce côté-là. Là. Il était prêt à mouver. Il y avait plusieurs plans. Chaque personne, on dirait, était dans plusieurs plans en même temps. Même ça en était quasiment difficile à suivre. Puis ça, c'est parfait, ça, dans une game de Big Brother. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des alliances cette année? Honnêtement, je pense que. Écoute, j'essaie de me rappeler toutes les saisons, puis je peux pas jurer, là, mais mon ressenti en ce moment, c'est que c'est la saison la plus dynamique de Big Brother qu'on a eue au Québec à date. Au sens où, comme tu dis, les alliances changeaient à chaque semaine selon qui était au pouvoir. Des nouvelles alliances se créent temporairement pour se backer des anciennes. On dirait qu'il n'y a pas, à part comme tu dis, des core groups de genre 3-4 personnes qui, eux, restaient solides, mais ce qui venait entourer ça changeait de semaine en semaine selon qui était patron, selon la situation, selon la twist. Puis ça crée un jeu qui est tellement le fun à suivre comme fan parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine, comment ça va se reconstruire, puis une élimination, une mise en danger peut finalement venir créer d'autres alliances, puis ça amène à ce que ce soit tellement imprévisible, mais tellement le fun, difficile à suivre, mais vraiment plus le fun, justement parce que au final, t'as pas juste une trame narrative unique et déjà préécrite, puis t'as un ordre d'élimination qui s'en vient semaine après semaine, parce que c'est la même alliance qui gagne tous les patronats, puis c'est la même alliance qui décide tout ce qui se passe, puis les autres sont pas capables de s'entraider pour se rendre compte que l'autre bord les élimine un par un, par un, par un. Bon, puis en plus, ça rend les patronats tellement importants, puis tout le monde veut les jouer, puis tout le monde veut les gagner. Là. D'après ton meilleur coup cette saison, ça serait quoi? Si t'avais en nommé juste un? Ben écoute, pour Mona, je vais dire le coup d'État a quand même été un de ses meilleurs coups. Je veux dire, puis la gestion post-coup d'État aussi, là, de recréer les relations sociales qu'elle a réussi à recréer, de un peu venir se racheter un peu tout le monde dans la maison avec qui elle aurait pu potentiellement brûler, se remettre du bon bord de la majorité des croquettes après les avoir complètement oblitérées avec ce bloc-là, puis leur chance de revenir, ce qui a probablement aidé Mona à naviguer aussi, entre guillemets, facilement les semaines qui ont suivi jusqu'à là, cette semaine, où, oui, elle était techniquement en danger, mais elle s'en est sortie elle-même. Puis si elle n'avait pas gagné, elle aurait peut-être pu quand même s'en sortir du bloc si elle n'avait pas gagné le veto. Fait que je trouve que pour moi, ça, c'était le move qui permet à Mona d'être encore où elle est en ce moment et potentiellement d'avoir un des meilleurs CV pour gagner ce show-là une 2 fois, ce qui est extrêmement difficile à faire. Personne ne l'a jamais fait aux États-Unis. Fait que ça va être très, très, très impressionnant si elle y arrive. Puis sinon, ben, honnêtement, je vais dire le contrôle de l'alliance, du duo Félix et Marie-Ève sur tout ce qui est épreuve. Je suis pas le plus grand fan des épreuves dans les shows de compétition. Je pense que ça, tout le monde le sait, tout le monde m'a vu. Mais. T'étais pas si pire. Non, je pense aussi que j'étais pas si pire que ça. Mais tu sais, c'est pas la composante du jeu sur laquelle je vais mettre le plus d'importance. Autant à Survivor qu'à Big Brother. Par contre, je reconnais leur importance, surtout à Big Brother. Puis d'avoir deux personnes qui toutes transitent quasiment par eux et qui sont encore là justement grâce à ça. Ça reste impressionnant. C'est pas un move comme tel, mais ça reste que puis ce que je trouve impressionnant par contre, c'est qu'eux, contrairement à Pascal et William, à chaque fois que le monde sont comme il faut qu'on les sorte, les petits maudits, ils ont trouvé une manière de s'en sortir. Encore une fois, je pense que c'était la semaine. C'était-tu la semaine précédente, là, la semaine où Christophe est parti, où ils s'en sont sortis, les deux indemnes, quand Kate puis toute cette gang-là voulait les cibler. Ouais. Oui. Puis ils en sont sortis indemnes, puis ça leur a permis de s'acheter les bonnes grâces de Félix, qui a permis à Citron aussi de rester la semaine suivante, mais je trouve que leur navigation du jeu à deux est quand même franchement impressionnante. Fait que ce serait mes deux là, moments, les coups individuels les plus forts. J'aurais une autre petite question à te poser. Raph, toi, ton moment le plus drôle de la saison, on va aller dans le positif, là. Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Ah ben, cette semaine, c'est rare que je fais rejouer un moment de Big Brother, mais là, je l'ai fait 3-4 fois. C'est Mona en zoomise de Slop qui court partout puis est super hyper, ouvre la porte de la chambre et la face de tueur en série de Normand qui est drette devant elle de même, qui a fait le saut. Ah, j'ai ri, là.
J'ai tellement ri que. Puis c'est ça, j'ai fait rejouer le moment 2-3 fois, puis je fais jamais ça Les autres, ils d'habitude. l'ont fait Ah, ça, jouer, c'est je mon pense highlight. qu'ils l'ont mis. Ah, c'était tellement drôle, puis je me suis tellement reconnu dans Mona là-dedans, parce que je fais le saut à rien dans la vie, fait que des fois, Jeanne, ma blonde, elle vient me voir pendant que je travaille, puis elle est à côté de moi, puis je la remarque pas, puis elle vient me dire allô, puis je hurle parce que je fais le saut. Ouais, Moi, c'était là, pas mal mon je highlight. sais pas si c'est Christophe, mais c'est-tu Christophe ou Étienne, là, avec le rond en plexiglas, là, Ah, puis il c'est comprend pas, Christophe. là, c'est Christophe, hein? Ouais. Hey, ça, là, j'ai tellement ri de ça. Puis il y a la Ah, c'était version bon. longue Oui, c'est c'est pas 7 sur 7, là, mais si vous pouvez aller voir ouais, la les version, inédits. les inédits, ouais. J'aime moins ça, cette version-là. J'aimais mieux le 7 sur 7 avec le montage. On dirait qu'il y avait moins de pubs, là. Ça, c'est mon petit moment chiolage de ça, là, mais non, mais vous avez tout au complet, comment qu'il se trompe, comment qu'il sait pas, puis comment que tout le Ah, monde se fout de sa gueule, comment que JF, en tout cas, moi, j'ai tellement tout aimé de ce moment-là. Puis là, c'est c'est vrai que là c'était un que très tu... bon moment. Puis en plus, quand tu sais que l'épreuve était là dans l'autre session juste avant, c'est ça qui fait encore plus mal. Tu fais comme genre, mon Ouais. Dieu, s'il fallait que tu écoutes une saison, c'était celle-là. C'est pas... Ah non, c'est ce que je vais toujours aimer de Big Brother, c'est que c'est tellement absurde comme affaire, puis il se passe tellement des affaires bizarres, puis le show s'en moque, se gêne pas pour mettre l'accent là-dessus, ça Oui. donne des moments Oh bonbons oui. comme ça. Ouais. Puis, tu penses-tu qu'il va y avoir l'air des champions cette année? Je sais que t'es un Écoute, fan, là. Non, je ris, je fais une ah blague, ouais, là. ma passion, Ta l'air des passion pour champions. l'air des champions. Tu penses qu'elle va revenir cette année? Ils en ont pas parlé jusqu'à date. Puis l'année passée, il me semble qu'ils l'avaient annoncé pas mal, là. L'air des champions, l'air des champions. Ben, ils sont 7 en ce moment dans la maison. La saison dure un peu moins longtemps cette année. Je pense qu'il y a quoi, 10 ou 11 semaines versus les 12 qu'il y avait avant. Fait qu'elle est un petit peu moins longue. Moi, je m'attends pas à ce qu'ils l'aillent. Je pense qu'ils ont comme un peu appris leur leçon. Que c'était correct, mais sans plus, puis que, ben, ou même pas bon. Là. Moi, j'ai vraiment pas trippé, vous le savez déjà, pas mal ceux qui m'ont déjà entendu parler de Big Brother récemment. Euh, Fait que moi, j'ai pas l'impression que ça va revenir. Si je me trompe, ben écoute, désolé tout le monde, mais désolé du faux espoir. Mais moi, je pense qu'ils ont fait le tour de ce que cette mécanique-là pouvait amener. Je pense qu'on est dû pour voir une fin de saison régulière. Là. Ouais. Moi, je pense que pour Mona, si elle n'est pas là, l'air des champions, ça va vraiment faire mal. Parce qu'elle, elle peut pas gagner de Ouais. patronat. Puis, je me rappelle, dans l'ère des champions, elle s'était quand même bien débrouillée. Tout ce qui était mots mystère, mots cachés, tout ce qui était quiz, tout ça. Fait que, vu qu'elle peut pas gagner de patronat, moi, dans l'ère des champions, je pense qu'elle se serait bien débrouillée. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir. Puis je Ouais, ben pense c'est que... ça, tu sais, pour Mona, c'est sûr que les épreuves, c'était son fort à la fin de la saison. Fait que c'est sûr que ça y enlève une arme définitivement là, pour essayer de se faufiler à la fin quand les gens vont faire hey, crème, elle a déjà gagné, puis on la laisse se rendre encore. Ouais. Puis surtout qu'elle est What the bonne, là. Puis moi, je Ben voudrais oui. pas être si on écoutait un peu, puis ils ont vu la maison de l'enfer, là, tu sais, là, quand tout se déchaîne là, dans la maison, là, Ah, comment ouais, elle est ouais, ouais. rapide là-dedans. Elle est rapide dans tout, là. Dans toutes les dernières épreuves, elle est bonne, là. Quand c'est le temps de faire Ah, les ouais, 100%. questions, tout ça, là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. D'après toi, là, il va-tu avoir un patronat invisible cette année? Puis on l'a pas eu Non, encore, là. Non? Tu il est penses trop pas que ça tard. pourrait être genre la semaine prochaine? Tu sais, quelqu'un qui voudrait pas trop salir les mains, là. Tu sais, quelqu'un qui voudrait... Écoute, c'est pas impossible, tu sais, je veux jamais dire jamais, mais c'est le genre de twist pour moi qui est plus le fun pour le show quand ça arrive en début de saison parce que les gens se connaissent pas encore à 100%, il y a encore beaucoup de trucs qui peuvent se construire dans la maison, puis il y a beaucoup de possibilités de gens que ça pourrait être. Là, quand t'es 7 ou ben, la semaine prochaine on serait 6, ben il y a le patron, il y a les deux nominés, c'est sûr que c'est pas eux. Ben, techniquement, le patron pourrait se mettre lui-même en danger, mais qui ferait ça? Euh, Fait que les possibilités sont tellement limitées qu'à un moment donné, l'espèce de jeu de chat et la souris est beaucoup moins intéressant, puis le pouvoir que ça donne au patron invisible est beaucoup moins important, parce qu'il peut pas se cacher derrière 36 000 personnes non plus. C'est clair. Fait que pour moi, j'ai de la misère à y croire parce que je vois pas qu'est-ce que ça donnerait de plus au show à ce moment-ci. Puis il y a quand même eu déjà beaucoup de patronat un peu funky. Je pense qu'on peut avoir une fin de saison un peu plus standard, puis ben, espérer que les clés puis tout ça viennent un petit peu pimenter le tout, mais sans avoir une grosse twist qui va comme vraiment mener une semaine au complet. Là. OK. Là, t'as pas le droit d'utiliser ton miroir. Je sais que l'année passée, t'avais comme utilisé ton miroir sur cette question-là. Ta plus grande déception de la saison? Je sais que sans être méchant, mais ça a été quoi ta déception? Je me rappelle encore celle de Ben, l'année passée, là, mais...
Non, je pense que ma déception, ben je pense qu'en termes de ce que j'avais comme espoir de joueur, ça va être Normand. Puis un peu de ses propres dires, il était tout le temps comme hey, là ça va barder, puis Game ça on. bardait. Ouais, c'est son fameux Game On qui a été un peu retourné après ça en meme sur les internets, sur BizBay puis tout ça. Tu sais, je pense que moi aussi j'avais un peu des attentes élevées de Normand comme un potentiel gamer. Tu sais, je sais qu'il aime jouer, il aime les jeux, fait que j'étais comme Hmm. ok, mais après ça veut pas nécessairement dire que ça va se transmettre automatiquement à être bon à Big Brother ou à savoir comment naviguer tout ça. Fait que je te dirais que j'ai une déception là-dessus. Puis mon autre déception, sinon, qui est plus liée au jeu, comment le jeu s'est déroulé, mais c'est de pas avoir vu JF se rendre plus loin que la semaine 3. Ouais. Moi, je suis déçu un peu d'une chose, puis tu vas me dire, écoute, c'est quand même, il y a du monde qui trouve ça très positif. Je trouve que Mona, on la voit beaucoup. Pour de vrai, Ouais, je trouve que elle a du temps d'écran, puis c'est du temps qu'on voit pas d'autres personnes qu'on pourrait 100%. on pourrait voir d'autres jeux qu'on pourrait suivre, d'autres. Moi, je trouve que Mona, que ce soit les confessionnals, est tout le temps là, que ce soit dans Vrai. tout. Je sais que c'est un élément central en ce moment dans le game, puis elle a été centrale dans toute la saison, mais je trouve qu'on la voit beaucoup. Je pense que Ouais. j'aurais aimé ça un petit peu, voir un petit peu plus d'autres joueurs des fois, puis voir un petit peu plus d'autres confessionnals, puis peut-être d'autres stratégies aussi qui viennent, d'après moi, d'autres places des fois. Ça peut pas tout venir de Mona, là. Mais c'est ça. 100%. Moi, ça serait ça un peu ma petite déception. Mais c'est une petite Non, déception. c'est un bon point. Ben, merci. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, c'est ça le défaut des fois de ramener un seul joueur qui a déjà joué, c'est que tu veux mettre un peu l'accent dessus parce que ben, c'est comme si ton petit joyau que tu ramènes dans la saison. T'es comme, hey, Mhm. les gens, vous l'avez aimé, hein? Ben, après ça, tu peux avoir l'espèce de béquille de tout le temps te raccrocher à cette personne-là pour te raconter l'histoire. Tu sais. Ouais. Puis la preuve que Mona est là beaucoup, moi t'as posé une question avec elle. On dirait, je Vas-y. me contredis moi-même. T'as une finale avec Félix puis Mona aujourd'hui, là. On regarde les games. Ça s'équivaut. Mona Ouais. la dépasse. Mona, c'est-tu un avantage qu'elle a été champion, qu'elle a été champion, ou les attentes sont un petit peu plus élevées? Euh, D'après toi, c'est qui? Ah, en fonction du jury, ah, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que Félix a un peu plus brûlé du monde que Mona dans sa gestion du jury, dans la manière dont les choses se sont déroulées. Fait que j'ai envie de dire que les gens vont peut-être un peu brasser Félix. Puis je sais pas à quel point il va être capable de se défendre quand le monde va venir le brasser, Hmm. mettons, au jury. Tandis que je pense que Mona, au contraire, est capable de se défendre si le monde vient un peu la brasser sur les mêmes questions, sur le ah, tu m'as trahi ou pourquoi tu m'as éliminé, pourquoi t'as pas voulu jouer avec moi, peu importe. Puis d'expliquer ses moves. Hmm. Euh, Fait que je pense que je dirais pour ça Mona a un edge. Par contre, ce que Félix a, c'est qu'il a eu à se sortir de situations extrêmement dangereuses, puis il n'a pas eu les avantages que Mona a eu, comme le coup d'État. Puis je pense que le coup d'État va être un gros astérisque sur la game de Mona. Hmm. Fait que je pense que ça pourrait jouer contre Mona et à l'avantage de Félix, parce qu'il n'y a pas eu, à part la barricade qu'on n'a pas encore vue, il n'y a pas eu autant d'avantages pour s'en sauver, même s'il y avait beaucoup de clés. On dirait qu'ils les a jamais tant utilisées pour se sauver tant que ça. Fait que ça pourrait jouer en sa faveur. Hey, c'est un 50-50, je te dirais, mais mon instinct en ce moment, mon gut feeling me dit Mona, mais je serais pas étonné de me tromper. Cette année, ton épreuve préférée, ça a été laquelle? Hmm. Tout le monde dirait que les épreuves cette année, il n'y a pas. On dirait qu'il n'y a pas eu une frappante, il n'y a pas eu quelque chose où c'est qu'il a fallu qu'il y ait bien. Tu sais, il y a un moment donné, là, quand Jean-Thomas il dansait pendant des heures, ou tu sais, il y avait tu Ouais. sais, des affaires où c'est que ça va durer longtemps. Là, tu sais, là, les joueurs ils ont à négocier ensemble. Là. Tu sais, là, en endurance, là, un petit peu plus. On dirait qu'on n'a pas Ouais. eu cette année. Je sais pas, on dirait que les épreuves cette année, oui, sont bonnes, mais il n'y en a pas une qui m'a. Ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. J'ai l'impression que les épreuves, ils ont mis un peu moins. On dirait on dirait, je sais pas, qu'ils ont mis un peu moins de temps dessus, ou qu'ils ont moins comme poussé les concepts, ou qu'ils ont comme. On dirait que tout était dans la. Tu sais, les pièces des challenges avaient tout le temps l'air à peu près de la même affaire. C'était comme Hmm. voici une petite épreuve, vous la faites, il y a des défauts de fabrication une fois de temps en temps, puis je sais pas trop, on dirait que c'était comme. Comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup qui étaient mémorables. Celle que j'ai le plus aimée, par contre, c'est une qui ont repris de Big Brother Canada, puis j'avais vraiment aimé ça quand ils l'avaient faite à Big Brother Canada. C'est celle des verres d'eau qui se pitchaient d'en face parce qu'ils devaient deviner comme Ouais. qui est le plus X, qui est la plus Y, ou peu importe.
puis en fonction il doit deviner qui est la réponse la plus populaire. J'avais adoré ça quand il a fait ça à Big Brother Canada parce que ça révèle beaucoup de trucs sur la maison. Tout à fait. Puis j'ai vraiment aimé quand ils l'ont fait au Québec. Fait que je pense que c'est mon highlight en termes d'épreuves de la saison. Ouais. Moi, j'avais bien aimé l'affaire des sauces, mais c'est juste parce que je suis gourmand, ça. Moi, T'as eu envie de te faire des tacos ce soir-là. J'ai eu toute envie. Moi, je suis de type sauce. L'élimination en chaîne, on ne l'a pas vu cette année. Je pense que ça a été remplacé par le bal, qui est une twist de Big Brother Québec. Moi, j'ai bien aimé le bal de finissant avec... j'ai trouvé que ça faisait des belles images. Je pense qu'ils ont vraiment voulu la peaufiner pour pouvoir la présenter au monde de Big Brother. Là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, comment ils choisissaient dans l'album des finissants. Ça, j'ai trouvé ça quand même bien. J'ai trouvé ça... j'ai trouvé... C'était de la belle originalité. Ouais, non, c'était cool. Puis je pense que c'est. Tu sais, la réaction en chaîne est le fun, mais encore une fois, quand tu vois une même twist trop souvent, à un moment donné, ça perd de son impact. Les joueurs savent comment se préparer. Ils pensent déjà comme, OK, c'est la réaction en chaîne cette semaine, comment on fait notre chaîne. Là, en le faisant pas, puis en menant de quoi différent, mais ils peuvent pas se préparer, ils l'ont jamais vu. Ou, fait que ça les met sur leur qui-vive. Puis. Ça a en plus donné un moment très drôle de la saison qu'on aurait pu aussi mentionner tantôt quand Oussama a mis Mona patronne, mais Mona ne peut pas gagner de patronat, fait que là, elle s'est retrouvée avec la conséquence. Mais comment elle a bien menti, Mona s'en est sorti comme ça, là. Tu vois que c'est un joueur là, très bon cette année, là. Il n'y a rien qui colle dessus, là. C'est Teflon, là. Puis on va encore parler de Mona. Ma dernière question sur le recap. Comment Gabriel, selon toi, peut gagner contre Mona? Parce que c'est sûr que là, on l'a pris les deux là, dans notre top. Je pense qu'elle pourra pas. C'est comme impossible. À ce stade-ci, je pense qu'elle pourrait pas. Je verrais quasiment plus un Oussama. Mettons, si c'était un Oussama-Mona, Oussama gagner contre Mona parce que Oussama fait des moves qui se différenciaient de Mona. Oussama est allé voir l'autre gang avant pour pitcher Chris en dessous du boss puis s'en sortir par la même occasion. Gabriel, je pense que malheureusement, sa game est pour l'instant trop collée à celle de Mona. Les gens vont demander qu'est-ce que tu as fait à part jouer avec Mona. Elle a clairement des réponses à ça. Elle a fait des moves qui lui appartenaient, surtout en début de saison. Mais puis je pense que c'est grâce à Gab que beaucoup des choses ont bien été rapidement dans la saison pour son groupe. Par contre, depuis ces quelques premières semaines-là, je sens un ralentissement là, par rapport à la game de Gab, puis ce qu'elle a fait d'unique pour sauver son alliance ou pour démarquer son jeu, notamment celui de Mona. Fait que je pense qu'en date d'aujourd'hui, si, mettons, le top 2 était là, je pense que c'est très difficile, puis la seule chose qui pourrait peut-être, je vois en ce moment jouer pour Gab, c'est qu'on a déjà gagné, puis si les gens ne veulent pas la faire gagner deux fois. Parce que si je prends tous les autres duos, Félix, Marie-Ève, les deux ont des games quand même séparés, les deux peuvent défendre quelque chose en ce moment, puis quand je regarde aussi Citron puis Kate, la même chose, là, les deux peuvent dire des arguments, les deux ont deux games différentes, mais on dirait que Gabrielle, j'ai comme de la misère, il faudrait qu'elle pense à s'en séparer, qu'elle fasse un move, là. Mais en même temps, on dirait que ce move-là serait tragique pour sa game parce qu'après ça, elle aurait comme plus de défense, puis ça serait comme... ça y enlèverait son allié principal. Écoute, je serais pas bien, là, moi, être Gabriel en ce moment. Là. Je penserais à ma game, puis je me dirais, OK, là, faut que je bouge, là. C'est sûr. C'est ce qui est touché, parce que est-ce que tu bouges rapidement, tu te sépares de Mona, mais tu t'isoles un peu par la même occasion, parce que tous les autres ont des duos sauf toi, ou... Est-ce que là, tu te rattaches un peu à Oussama, mais Ous qui a, à mon avis, en ce moment, peut-être une meilleure game à vendre que Gab. Fait que c'est pas tant mieux. Pour moi, Gab aurait tout intérêt à se rapprocher d'une Citron, qui, pour moi, est un peu dans la même situation où je pense que Citron versus Kate, c'est Kate qui gagne. Fait qu'admettons, tu pousses Citron à s'éloigner de Kate, tu te la rattaches, tu sors Mona, Citron sort Kate, mettons. Ou tu sors Kate pour te rapprocher de Citron. Ouais, après là, il y a Gab qui a comme un peu... Ouais, c'est ça. Puis après ça, en tant que Gab, tu as comme un peu plus d'arguments pour dire, en réalisant que je pouvais pas gagner aux côtés de Mona, mais j'ai mis en place un plan pour me rapprocher de l'autre personne que je pense qu'il peut pas gagner contre son binôme. Puis on s'est créé notre propre binôme de, OK, là, on a peut-être plus de chances de gagner. Là, c'est un parcours que je pourrais imaginer pour Gab à ce moment-là, mais sinon, je t'avoue que ça va être un peu compliqué là, pour elle de s'en sortir dans le contexte de cette semaine. Là, on va parler de cette semaine, la semaine 7.
D'après toi, le joueur de la semaine, moi j'ai dit Oussama. Oussama qui a été capable de bien garder son mensonge. On le voit naviguer d'un duo à l'autre. On le voit, il est très proche de Félix. On le voit qu'il est très proche aussi, quand même resté proche de Mona, qui commence à s'en inquiéter, par exemple. On voit qu'il y a comme une petite rivalité qui commence. Là. Mais toi, si tu aurais ton joueur de la semaine, c'est qui tu dirais? Ben, je pense que Oussama est un très bon choix parce qu'il joue la position la plus difficile à Big Brother, qui est le milieu, puis il joue surprenamment bien jusqu'à présent, mais ça va le rattraper parce que là, il devient un peu l'électron libre de plein de duos. Fait qu'il pourrait un peu tomber dans la même case que Normand de si t'es pas au pouvoir, ben en fait, il sera pas, là, on sait qui a gagné le patronat. Fait que, si t'es pas au pouvoir, puis en plus, il y a la barricade qui se fait jouer, puis là, il y a encore moins d'options. Les gens vont peut-être pas vouloir casser les duos tout de suite, vont peut-être se dire, on fait 3 duos à la fin, puis que le meilleur gagne. Je pense que Oussama pourrait être dans une position extrêmement difficile. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait une très bonne semaine 7. Sinon, moi, je vais dire, celle qui m'a vraiment impressionné, c'est Marie-Ève avec son mensonge sur les votes Oui, à la fin de la semaine. C'est à la toute fin de la semaine, mais je trouve que la gestion de Marie-Ève vers la fin du vote et après le vote, le mensonge qu'elle a réussi à faire acheter à Mona, qui avait un double vote qui a été joué pour pas que Mona catch qu'elle a flip. Puis semble-t-il que Mona a mangé cette version-là. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis ça, c'est le genre de move qui pourrait faire gagner la game à Marie-Ève devant Félix, mettons, s'il était contre ou comme qui, je trouve, démarque la game de Marie-Ève puis en fait une sérieuse candidate pour le trône à la fin. Dans les annonces, on voit que Mona puis Félix, là, tu l'as vu, ils chicanent la barricade. Là. Ça annonce-tu déjà la fin de Sorel Tracy ou on peut encore... C'est Sorel Tracy. Oui, c'est ça leur nom d'alliance. Sorel Tracy. Oui, je sais. J'adore ce nom d'alliance. C'est un très bon nom. Mais désolé aux résidents de la merveilleuse municipalité de Sorel Tracy, je pense pas que cette alliance-là va faire long feu. On le voit déjà. Je pense qu'on arrive là au moment là, où c'est trop serré, puis ils se battent pour la même affaire, puis au final, ça va... tu sais, c'est dur de blâmer Félix de vouloir l'utiliser pareil, même si c'est Marie-Ève qui est patronne, parce que avec les petits chiffres qu'il y a dans la maison, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Marie-Ève, même elle, pourrait avoir le désir de « Hey, tu sais quoi? C'est mon gros move de fin de saison pour gagner, je sors Félix, puis basta. » Fait que lui, même si c'est elle qui est au pouvoir, c'est tout à son avantage de l'utiliser. Puis, ben, Mona et Cap qui sentent l'eau chaude en maudit, ils peuvent pas y faire confiance. C'est Normand qui est parti, puis il était pas censé partir normalement. Fait que... Oui, c'est sûr. Puis en même temps, tu trouves pas que ça révèle un peu que la cible de Félix, ça reste Mona, là? C'est clair. Lui, il a deviné que s'il joue contre Mona à la fin, ça va être plus compliqué que s'il joue contre Gabriel ou contre Kate. Là. C'est sûr, lui, Mona, là, il veut qu'il soit là pour qu'il soit peut-être sur le bloc et peut-être ça va être son tour cette fois-là parce que Mona s'en est sorti cette semaine. Écoute, moi, je serais un joueur, je me dirais, oh, palais, on avait l'occasion, il s'en est sorti. Ish. Les opportunités vont commencer à venir à manquer. Puis oui, Mona peut pas gagner de patronat, mais elle peut gagner des vétos. Puis Mona, on se le rappelle, est bonne en épreuve. Je pense que le fait de pas gagner de patronat a un peu fait oublier ça aux gens, qu'elle est bonne en épreuve. Puis qui est capable d'en gagner des vétos pour se sauver, puis qui est capable de jouer à ce jeu-là d'un point de vue épreuve, puis de se sortir du trouble. Fait que je pense que les gens commencent à réaliser que, oh, OK, on lui a donné une longue laisse pour jouer dans ce jeu-là, mais ça va nous brûler si on fait pas de quoi bientôt. Là. Hey, le coude avec le genou et la rame, en comment qu'elle a catché en une seconde. Ben, elle s'en allait là, dire la réponse, là. Que c'était courage, là. C'était impressionnant. Puis t'as-tu remarqué aussi comment la clé, le truc, la clé avec Félix, c'est-tu la même clé? C'est-tu pas la même clé? Puis là, ils comparent leur clé. Ah, je ne savais pas que c'était la clé de la barricade. Écoute, Félix, il l'a cru, là. Mais moi, j'étais là, il va dire, ben on voit que hey, c'est gros, là. C'est gros, là, pas mal, là. Ouais, non, c'est. La capacité de mentir de Mona est impressionnante. Ouais, ça ressemble un peu à du coco, là. Ça commence à être dans ce niveau-là, là. Vraiment, un super beau jeu. Puis moi aussi, je pense que si on regarde les chances de gagner, là, si Mona se rend jusqu'à la fin, ça va être... Avec la réputation qu'elle a, avec le CV qu'elle avait déjà avant même de rentrer dans ce... Moi mon hypothèse, ou en tout cas ma théorie, c'est que la game de Mona cette saison-ci est meilleure que sa game où elle a gagné.
Ben, la game Fait où c'est qu'elle a gagné était à côté de la plaque la moitié du temps. Là. Elle arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle se faisait traiter comme une épaisse. Puis c'est à la fin, elle a clinché. Là, c'est à la fin qu'elle a son jeu a step up. Puis elle a pas arrêté de gagner. Puis c'est là qu'elle a été consacrée championne. Là. Mais sinon, au début, là, elle était pas trop dans les alliances. Elle était pas trop dans le c'était-tu la saison de l'after party, ça, si ma mémoire est bonne? C'était-tu cette saison-là? Me semble que oui. Oui. Me semble que oui. Me semble elle était dedans, mais elle était à la fin de l'Alliance. Elle était pas. Fait que non, puis je sais pas si t'as écouté ça. Je pense qu'ils l'ont dit juste dans les petites capsules. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème de santé mentale. Puis là, je veux pas trop en dire. Puis là, elle a commencé à être médicamentée. Puis là, elle va super bien. Fait que d'après moi, ça l'explique qu'elle a plus de facilité à jouer cette saison-là. Là. C'était dans les capsules, là, les 7 sur 7. Là, c'est là quand tout le monde s'est présenté, elle l'a dit. Fait que j'étais là, OK. Moi, là, quand je l'aurais entendu dire ça, j'aurais fait, OK, là, t'es vraiment dangereuse, là, toi, là. Déjà que t'as gagné quand t'étais instable, maintenant que t'es stable, au palais, ça va aller mal. Ah, 100%. Bien, comme quoi, tu sais, des fois, c'est la performance aussi d'une personne peut être circonstancielle. Tu sais, tu vas moins bien dans le moment où tu es dans ta saison, puis ça peut impacter ta game. Moi, je le sais, je l'ai vécu aussi. J'étais pas dans un headspace finalement. Je m'en suis pas rendu compte, moi non plus, quand j'étais là-bas. J'étais comme, hey, je pète le feu, let's go, là. On va faire Survivor. J'étais arrivé à l'exil, j'ai fait, ouais. Il y avait des bobos que j'avais pas guéri encore. Là, fait que... Saison 2, Stéphanie qui pleure tout le temps. Stéphanie qui est au. Elle va pas bien, là, quasiment tout le long, elle est sur le bloc tout le temps, puis elle finit par gagner. Fait qu'il n'y a pas une façon de gagner à Big Brother. Il y a plusieurs façons. Puis, écoute, je pense qu'on a eu quand même une belle saison. Au Gérard d'Estrade, on va apprendre que ça va être le retour du Conseil des patrons cette semaine. T'en penses quoi, toi, de ce twist-là, le Conseil des patrons? Moi, j'ai. Ben. Le conseil des patrons me dérange pas tant parce que je trouve ça intéressant de voir les patrons devoir négocier pour leurs agendas respectifs par rapport à un jury. Puis je suis un peu ambivalent parce que je suis pas un fan de l'idée d'un énorme jury qui inclut toute la saison parce que qu'est-ce que Salomé, c'est de la game de Mona. T'sais, à part ce qu'on a vu dans le show. Qu'est-ce que Salomé connaît de la game de XYZ autre que ce que le show montre. Fait que je trouve que les premiers éliminés commencent à être trop loin du concret, de la réalité du jeu pour pas mériter leur droit de vote, mais avoir un droit de vote qui serait informé. Fait que dans cet aspect-là, avoir commencé avec un jury plein, puis demander aux joueurs eux-mêmes de négocier pour enlever des membres du jury qui les avantagent peut-être pas, je trouve que c'est quand même intéressant. Par contre, après ça, c'est ça. Je suis comme... Ça reste poche d'enlever des droits de vote aux gens. Oui. Moi, c'est comme, je suis sur le jury, puis tu te fais dire, ouais, non, tout bad, le monde ne veut pas que tu votes. Surtout qu'il enlève des bons joueurs. Souvent, les bons joueurs vont être capables de faire la différence entre leur game puis la game de la personne. Ils sont capables d'enlever les sentiments. Elle me fait pas triper le truc. En plus, ils se sont tous fait dire au début, on s'en va, tout le monde va être dans le jury pis tout ça. Je trouve que, tu sais, j'imagine la personne qui est tout en train de prendre ses notes chez eux, là, puis qui se fait comme, boum, t'es plus dans le jeu. Je trouve c'est... Puis il y a beaucoup de hype alentour de ça. Que OK, mais tu fais juste enlever quelqu'un, c'est pas... Moi, je trouve que, OK, c'est bon. Ça met-tu vraiment quelque chose à suivre, à voir? À voir. Pour l'instant, ça fait un peu coup d'épée dans l'eau comme twist. C'est pas complètement inutile, mais c'est pas non plus. Ça n'a peut-être pas l'impact qu'il aurait espéré que ça aille dans la saison. Bon, ben, on a fait le tour de la saison de Big Brother. J'espère qu'on va continuer à avoir des bons épisodes. Comme tu as dit, moi, je suis pas mal d'accord avec toi que c'est une très bonne saison. On a pas mal d'actions. On sait jamais vraiment où c'est que ça s'en va. Puis, fait qu'on va prendre un petit 2 minutes pour parler de Survivor. Il nous reste quand même un petit peu de temps. On va prendre un petit 2 minutes. Ça va être une saison à 18, une saison de 40 jours. Penses-tu que la prod nous prépare une twist? Penses-tu? Écoute, moi, ma théorie personnelle en ce moment, qui n'est pas informée de rien, la prod ne m'a rien dit, je suis pas au courant de rien. Avec 18 joueurs, je m'attends à un début de saison à 3 tribus. La première fois que Survivor Québec va commencer avec 3 tribus de 6 joueurs par tribu, ce qui est rendu un peu la norme là, à Survivor aux États-Unis depuis une dizaine de saisons maintenant, même peut-être plus que ça. Non, dans une dizaine de saisons. Là. Depuis la New Era, c'est des 3 tribus de 6.
Je suis pas le plus grand fan de cette twist-là parce que ben, je suis tanné de l'avoir aux États-Unis, puis j'aime un peu la variation dans le nombre de débuts de tribus. Tu sais, on a eu beaucoup de 2 au Québec, aux États-Unis, on a eu beaucoup de 3. J'aime le mix des deux. Fait que là, le fait que le mix arrive au Québec me dérange pas. Je veux juste pas qu'il tombe dans le pattern des États-Unis de répéter ça ad vitam aeternam, Mm. d'un petit peu varier tout ça. Fait que ça, c'est ma théorie. Théorie, c'est il commence à 3 tribus de 6. Puis ça permet aussi là, d'avoir un nombre égal d'hommes et de femmes dans chaque tribu, parce qu'à 18, ben, sinon tu as des tribus de 9, il y a une petite inégalité là. Fait que puis c'est quelque chose que Survivor essaie tout le temps d'éviter, là, ces inégalités-là en termes un peu arbitraires. Fait que moi, c'est ma théorie de twist là, pour ce début de saison-là. Penses-tu qu'il pourrait avoir un genre de petit thème, genre les rêveurs, les travailleurs? J'adorerais ça. Moi aussi, j'aimerais trop. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais mieux un David versus Goliath, mais à 3 équipes, c'est compliqué. À 3 équipes, parce que il n'y a pas d'autres personnages entre David et Goliath. Là, on pourrait dire le slingshot, là, mais c'est pas un personnage. Mais j'avais aussi pensé peut-être Millennial versus Gen X, mais parce qu'il n'y a pas de personne de 60 ans. Je sais pas si t'en as remarqué, là. Il n'y en a pas. Fait que je me suis dit peut-être qu'ils vont essayer de faire, mais là, vu que c'est un 3 tribus, et habituellement, quand c'est 18 personnes, c'est sûr qu'on s'en va vers un 3 tribus. Je le sais pas. Écoute, j'aimerais ça, peut-être. On pourrait-tu prendre 3 générations, tu sais? La génération Gen X, la génération les millennials. Le pire, c'est que ça pourrait. Tu sais, il y a quand même. 10 ans, là. Ouais, mais tu sais, puis je me dis, tu sais, dans les joueurs plus jeunes, il y en a quand même une couple. C'est pas impossible pour vrai, là, des joueurs dans vingtaine, des joueurs dans trentaine, des joueurs dans 40, cinquantaine. Tu sais, tu fais comme des groupes de 15, mettons, de 20 à 35, de 35 à, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou de 20 à 30, de 30 à 40, 40 à 50, quelque chose du genre, tu sais. Ouais, peut-être des groupements d'âge. Il me semble que ça l'amènerait, ce genre de twist-là, moi, qu'est-ce que ça m'amène quand j'écoute ça aux États-Unis? Ça vient me chercher, tu sais, exemple, David Goliath ou Millennial Gen X. On dirait que je prends pour mon crew, puis ça l'amène un peu d'enjeu, puis c'est le fun, là, tu sais. Moi, j'avais passé pour Survivor Québec, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais Montréal contre Québec, ça, là, je pense que ça... La rivalité Montréal-Québec, ah oui, ça serait écœurant. Ça serait écœurant, là. Le bleu, blanc, rouge contre le bleu et blanc, ça serait écœurant, là. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un petit twist, là. Puis ça commence, je pense que c'est le 5, ça Pâques, hein? C'est dimanche de Pâques encore. Ouais, le 5 avril. Puis selon tes pas de source, parce que t'as pas de source, là, mais est-ce que ça va-tu jouer en même temps que la finale de Big Bro? Big Bro va finir un petit peu avant, le dimanche d'avant, puis là, on va avoir un vrai commencement avec Survivor? Moi, je pense que ça va finir la même semaine. Ils l'ont fait l'année passée, là, d'avoir comme une semaine en même temps, puis il me semble que c'était en une semaine en même temps. Oui, il avait fait une semaine ensemble. Moi, j'aime vraiment la transition normale de OK, on finit Big Brother, puis on embarque dans Survivor, puis t'as comme pas d'overlap entre les deux. Je trouve que c'est comme une belle continuité. Puis quand je regarde le nombre de semaines qui restent, le fait qu'on est on est à la semaine 8, on est au début mars, fait qu'il reste à peu près comme un 3-4 semaines de Big Brother. Je pense que ça va se timer à peu près parfaitement, puis qu'on va être... tu sais, ça va finir, puis après ça, on va embarquer sur Survivor. Saison 50, tu la suis? Oui, puis je la suis. À date, le premier épisode est incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, allez faire ça tout de suite. C'est sur la chaîne de Global là, sur Internet. Ça se trouve quand même, je pense, gratuitement pour cette semaine en tout cas. Oui, mais toutes les semaines, mais il faut que tu l'écoutes. Faut pas que tu dures trop longtemps. Parce que si tu dures trop longtemps, là, ils sont plus disponibles. Là, mais écoute. Mais c'est incroyable. Oui, écoute. Christian qui joue avec Rick Devon, là, c'est. Moi, j'ai adoré aussi. Bon, écoute, tellement bon. Voir Rosie qui se fait enlever la clé. C'est incroyable. On a du grand Survivor. Là. On a de la grande télé-réalité de ces temps-ci. Je pense qu'il faut en profiter. On est gâtés cette année. Puis je me dis, là, j'ai hâte. Je vais revenir avec mes vidéos là, pour Survivor 50 bientôt. Puis Survivor Québec quand ça va reprendre. Fait que j'ai hâte aussi de me remettre un peu là, de redevenir un de tes collègues. Là. Tu commences quand? Survivor 50? Là? Parce que le premier épisode est passé. Là. Ben, ça risque d'être un peu short pour cette semaine, fait qu'on risque avec Chris de couvrir un peu les 2 premières semaines d'une shot, probablement dans la prochaine semaine qu'on va filmer ça.
nos horaires ne fitaient pas cette semaine. Puis j'ai peut-être aussi un petit plan secret là, prévu là, pour le début de la saison de 50, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. OK. Puis tu vas-tu être là, je pense que c'est le 25 mars, il y a un événement, là, Survivor, à Montréal. Regardez sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, j'ai mis une affiche. Je vais en remettre d'autres publicités. C'est Martin qui organise ça de la saison 1. Ça va être écœurant, ça. Là. Je me rappelle plus c'est où, mais même, je pense que je vais mettre le lien en bas dans la vidéo. Là. Fait que c'est au MVP Bar sportif sur Sainte-Catherine à Montréal. Oh. C'est le mercredi 25. C'est un Watch Party de Survivor. Ça va être malade. On est plusieurs joueurs de Survivor Québec qui vont être là, incluant moi puis Ricky. Fait que si vous voulez nous voir... Les 3 saisons, je pense que les 3 saisons vont être là. Il va manquer certaines personnes. Là. La saison 4 vont être là? D'après moi, ils n'ont pas le droit de sortir. Là. Parce que là, on va deviner avec leur bronzage c'est qui sort en premier. Mais ça va être partie remise parce qu'on va les rencontrer. Je sais que t'as été voir les profils. T'as pas mal, même tu t'es mis ami Instagram avec la plupart. C'est qui là, ton winner pick là, de même? On n'a pas vu encore nous autres les descriptions vidéo. Là. C'est juste par qu'est-ce que t'as lu là. Écoute, ça fait un peu longtemps que j'ai vu leur profil, fait que je t'avoue que leurs noms me reviennent pas toutes. Je vais juste aller, si tu me donnes une petite seconde, ouvrir ça. Juste voir leur face. Puis là, je vais vraiment avec, on va dire, impulsion sur mon winner pick. Je vais dire... je vais dire... Marie-Eva. Marie-Eva? Ouais. OK. Je trouve que son... Oui. Vas-y. Non, vas-y. Je pense qu'elle a de quoi qui dégage de la chaleur, un désir de jouer avec elle, d'avoir de la confiance. C'est quand même une ancienne athlète, fait qu'elle est capable de se démener dans l'aspect physique de Survivor. Mais c'est comme quelqu'un à qui j'aimerais faire confiance. Fait que ça va, je pense, être un bon atout pour elle pour se bien solidifier dans un groupe et avancer loin dans le jeu. Fait que premier instinct, sans même les avoir vus parler, ça va être Marie-Eva. OK. Moi, j'avais pas préparé ma question. Je te l'ai shooté de même. Fait que j'avais pas vraiment préparé de réponse, mais je dirais Martin, qui est le professeur juste à côté. J'ai bien aimé son énergie quand il s'est fait appeler par la production, puis il s'est fait... Mais par Patrice Bélanger, en fait, il s'est fait appeler pour se faire dire qu'il allait être dans la nouvelle cohorte de Survivor. Fait que non, j'ai bien aimé son énergie, puis je pense que ça va être un joueur qui risque de jouer gros. J'ai hâte de le voir. Fait que c'est comme ça, là. J'ai pas vu encore les profils juste à première vue, là. Sur On s'en reparlera quand on va avoir vu leur profil, puis que là, on va avoir une meilleure idée de c'est qui les gens. Mais ça va être hâte de les voir jouer, j'ai tellement hâte. Hey, je te remercie, Raph, d'avoir été là. Je veux pas trop gruger de ton temps, là, parce que je sais que tu commences à être en retard. Puis je te remercie d'être venu. Je te remercie d'être venu, mais d'être resté chez vous puis d'être là, par la magie de l'Internet. Mais pour de vrai, c'est toujours le fun de t'entendre. Je t'ai laissé parler. Pour de vrai, c'était intéressant. Puis j'ai hâte de réécouter tes vidéos. Ça me manque un peu, je te dirais. Là. J'étais un fidèle spectateur. De un, merci à toi pour l'invitation. J'apprécie que tu me donnes ce moment-là avec toi là, pour qu'on puisse jaser de ça ensemble. J'ai toujours tellement de fun à jaser de ça avec toi. On a une belle chimie, puis je pense que ça paraît. Fait que je suis content de pouvoir le faire là. Merci à toi pour le temps, pour les belles questions, puis pour de m'avoir permis un peu de reconnecter avec le web là, avant de revenir pour vrai sur ma propre chaîne. Mais j'apprécie vraiment le temps que tu m'as donné, puis on se refait ça n'importe quand. Let's go. Moi, j'ai des petits plans, moi aussi. Fait que je t'en reparlerai en caméra off. Fait que non, mais j'aime ça faire des petits mystères comme ça. C'est mon petit côté YouTuber. Là. Je fais des petits mystères, des petits projets qui s'en viennent. Mais on n'a pas fini, moi pis toi. On n'a pas fini. 2.0. Attention à toi, Raph. Faites attention à vous autres à la maison. Puis merci d'être restés jusqu'à la fin. Écoutez, fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre show. Ciao, bye! Salut tout le monde.